Anouz, qui est architecte conseil de l'État et qui va nous dire comment l'architecte, justement, peut contribuer en amont des opérations de construction ou d'aménagement à une sobriété foncière génératrice d'un urbanisme circulaire qualitatif. Et souvent, on a trop tendance à penser que, et je dis ça avec le souvenir de ce métier dans une autre vie, que l'architecte intervient en aval, seulement en aval, et au moment de la construction, au moment de la réalisation. Or, son intervention en amont, elle peut permettre aussi d'avoir une meilleure stratégie dès lors qu'elle est partagée avec des équipes pluridisciplinaires. Je pense que ça va être évoqué tout de suite par Aline Anouz, auquel je laisse la parole pour 10 minutes. Bonjour, merci. Vous m'entendez? Ça fonctionne bien? Oui. Oui, et le partage d'écran également fonctionne? Pour moi, oui. Oui, d'accord. Alors, je vous remercie. Bon, je vais commencer. Merci de me donner la parole aujourd'hui. Donc, je parle au nom, en fait, du réseau des architectes conseils de l'État et plus particulièrement aujourd'hui au sujet d'une étude que nous menons avec les paysagistes conseils de l'État. Donc, une petite précision pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Ce réseau est présent sur l'ensemble du territoire français, dans les départements et les régions. Il accompagne les services déconcentrés de l'État sur la mise en œuvre des politiques publiques dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme et pour les paysagistes en termes de paysage. Donc, l'étude qui nous a été commandée par la DGLN invite nos professions d'acteurs sur le territoire à se positionner sur les modes opératoires vecteurs de sobriété foncière au regard de la situation observée et des attentes actuelles que sont les objectifs du zéro artificialisation nette et les aspirations citoyennes à une amélioration du cadre de vie. Et les élus et les services territoriaux sont vraiment à la charnière de la mise en œuvre localement de ces évolutions sociétales absolument incontournables. Et cette étude, nous la menons d'après nous apporter notre contribution en tant que conseil. Donc cette étude, pour l'instant, elle est donc en cours, elle n'est pas achevée. Elle se développe selon 3 volets. On a d'abord mené une approche, un questionnement en nous documentant sur l'actualité des questionnements et pour poser en fait les enjeux tels que nous les voyons. Ensuite, nous avons procédé à une sorte de jeu d'approche en réutilisant la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, où on a tendance à transformer actuellement la question du C par plutôt le fait de coordonner. Et dans une troisième partie, nous abordons la question de la sobriété foncière, qui n'est pas un paradoxe. Ça vient déjà d'être abordé sur certains sujets, mais nous allons essayer de développer un petit peu ces sujets-là, et ça prendra la forme sans doute d'articles, de sortes de focales sur des sujets donnés que nous sommes en train de rédiger. Donc, je vais passer directement à certains exemples de méthodologie pour vous montrer un peu ce que ça peut donner, donc de consulter des architectes conseils ou des paysagistes conseils sur leur territoire. En vous parlant de l'exemple de Saint-Brieuc, Armor Agglomération, donc de l'agglomération, qui a commandé dans une logique partenariale. Il y a eu un partenariat passé entre l'agglomération, la DDTM et une école d'architecture, celle de Marne-la-Vallée, pour commander 2 études à 2 échelles différentes. Alors la première étude est à l'échelle de l'agglomération et elle parle du réseau des parcs. Elle met à jour un réseau, un système de maillage des parcs qui permet elle questionne le sujet de ces tissus urbains récents, de pavillonnaires et étalés. Et la deuxième étude parle, ce qui s'appelle intitulé Le charme discret de l'îlot, parlera plutôt du centre ancien et de la manière de elle va questionner la façon dont on peut desserrer le tissu urbain classique, historique, et comment on peut trouver une logique commune à ces 2 tissus pour qu'il y ait une véritable logique territoriale, une cohérence qui s'installe. Et la mise en réseau de ces parcs est une réponse qui permet de retisser des liens entre cette arrière-ville et la mer en passant par le centre. Donc cette étude-là est vraiment très intéressante. Ces 2 études-là sont intéressantes de ce point de vue-là. C'est une initiative des conseils sur leur territoire qui ont permis d'aider à problématiser les questions. J'enchaîne avec un autre exemple, celui de Mende. Mende
a fait l'objet d'un atelier des territoires et plus précisément actuellement dans le prolongement de cet atelier des territoires qui a conclu sur l'opportunité, le bien fondé de réouvrir la ville sur les rives du Lot. Il y a actuellement une jeune équipe d'architectes urbanistes qui travaille sur un atelier flash, donc c'est un processus beaucoup plus rapide et qui dialogue avec la mairie et le dialogue prend la forme il y a eu des visites de terrain, puis une présentation de références architecturales et urbaines qui procèdent à une forme de sensibilisation à la culture architecturale et urbaine qui est tout à fait nécessaire et enrichissante auprès des collectivités locales. Et il y a eu, ce qu'on voit à droite sur l'image, des ateliers qui ont porté avec des outils spécifiques que sont la maquette et qui ont permis des maquettes et des plans. Et donc là, c'est pour mettre en avant les outils spécifiques de nos professions et la manière dont quand on les utilise très tôt, le dialogue s'installe. Par exemple, à Mende, à l'issue, on est en plein cours d'atelier actuellement, mais à l'issue de cette première, de ces 2 journées, il y a eu une prise de conscience très forte des élus par rapport à leur programme. En fait, ils voulaient mettre énormément de choses dans un petit îlot. Je pense qu'en fait, comme ils ont plein d'îlots à plusieurs îlots à remanier, ils se rendent compte que peut-être que le programme doit se diviser en différentes parties. C'est un exemple de mode opératoire. Pas loin de Mende, il y a également Florac, qui est une ville qui travaille sur des îlots anciens dégradés et très tôt, un AMO a été nommé pour coordonner. C'est là qu'on est vraiment dans un processus d'évitement, dans une notion de sobriété foncière et une notion de ville qui se reconstruit sur elle-même. Donc toujours la question d'un îlot dégradé. Et finalement, que posent ces questions d'îlots dégradés en termes d'urbanisme? Il faut toujours faire cet aller-retour à des différentes échelles. Finalement, dans la ville ancienne, bien souvent, il faille chaque fois le vérifier, il est parfois très important de conserver ou d'examiner la structure urbaine. Par exemple, à Florac, on va conserver les façades, mais derrière, étant donné qu'il y a 4 immeubles différents qui avaient tous des hauteurs d'étages différentes, finalement, il faut tout reconstruire. Et c'est avec un un architecte qui permet comment dire? De faire des tests de faisabilité que le programme s'est peu à peu mis en place avec un dialogue permanent avec l'ANA, enfin les acteurs sont ici mentionnés, mais c'est un travail donc partenarial dans lequel plus on invite tôt l'architecte à la table, plus il peut aider à trouver des solutions. Donc un autre exemple, à une autre échelle, mais qui est toujours celui de l'exemple de la friche militaire, c'est notre ACE, donc architecte conseil de l'État en DRAC, donc auprès des services culturels dans la région, qui participe à l'accompagnement du projet de restructuration d'un site patrimonial qui est situé proche de la gare, en plein centre-ville. C'est un site patrimonial classé donc et donc la question qui se pose, c'est la réouverture sur la ville de cette ancienne friche militaire qui aujourd'hui est ceinte d'un mur et donc les questions d'alignement et de perspective avec le reste de la ville se posent. Comment on densifie? Comment on reconvertit certains bâtiments? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'il faut conserver ou pas? Un travail avec également l'architecte, des Bâtiments de France qui prend part à ces débats dans des ateliers qui ont été montés, qui réunissent la ville, la CCI, les urbanistes, une équipe d'urbanistes qui a été missionnée, les ABF, les ACE notamment, et sans doute également les PCE. Donc en fait, tout ça pour dire que la programmation, elle se dessine, mais elle est en train de se vérifier et on regarde comment les choses vont se positionner. Il faut prendre en compte la pente, la topographie et donc ça, je dirais que c'est une forme de densification sous contrôle qui s'opère à travers cette friche. Autre exemple, la friche commerciale. Ça, c'est un sujet qui est quand même maintenant, qui va devenir de plus en plus courant. Et celui-là nous a paru intéressant parce que c'est un bâtiment assez banal, très pauvre, comme beaucoup de friches de bâtiments commerciaux, hein, où c'est pas forcément des prouesses architecturales, c'est des constructions souvent à bas prix. Et là, dans cette zone commerciale à Châteaulin, le maire a plutôt que de construire un nouvel équipement public, a choisi de restructurer une ancienne petite surface commerciale et donc c'est du tout peu de choses, mais n'empêche que c'est
assez probant. La façade a été refaite, donc une façade qui a un reflet, par exemple, et un remaniement de l'intérieur qui métamorphose totalement ce bâtiment en un véritable équipement public plurifonctionnel. Évidemment, le travail reste à faire également sur les espaces extérieurs. Chaque chose en son temps. Ils ont commencé par le remaniement du bâtiment qui donc, à moindre coût, ça nous rappelle que les usages éphémères peuvent muter, être édifiés avec une certaine légèreté. C'est vraiment un mode opératoire à retenir qui est assez exemplaire. Il y a la question de la transformation des bureaux en logements, et qui évite de détruire de bâti. Nous savons que l'ADEME a beaucoup travaillé sur ces questions et a mis en évidence, l'économie, carbone que cela peut représenter. Alors pour l'instant, les exemples que nous avons, trouvés se situent, plutôt dans des grandes villes, mais je pense que peu à peu, les sujets vont arriver, dans des territoires, de plus faible densité et là encore, c'est un exemple d'une résidence, intergénérationnelle, 90 logements, en maintenant un plateau de bureaux, qui transforme, cet ancien, immeuble, siège social, de bureaux et donc on voit que, l'architecture, trouve une nouvelle écriture, et qu'il y a mutabilité du bâti quand on observe, ses caractéristiques constructives. Alors il faut regarder la hauteur des étages, quelle est la trame porteuse. Tout ça, ce sont des questions de réversibilité du bâti sur lesquelles les architectes peuvent aider, localement à se déterminer. Je continue avec, un autre exemple de recyclage de bâti puisque finalement, c'est quand même une attitude, de réduction, des du foncier avec, cet exemple assez étonnant à Firminy, non loin donc, de Saint-Étienne, pas loin au pied de la cité radieuse de Le Corbusier. C'est une ancienne barre de logements collectifs qui a été transformée de manière assez étonnante en maison sur 3 niveaux, avec jardin. Donc en fait, ça évite de détruire certains immeubles. En fait, on peut faire muter, transformer, mais c'est un travail véritablement professionnel sur lequel il faut appeler des spécialistes de la spécialisation et ça, c'est un exemple étonnant dans le genre et donc il est intéressant de le regarder. Donc pour conclure, il me semble que la sobriété foncière, enfin, il nous semble au sein du groupe, qui est une logique qui doit se construire. C'est une problématique contemporaine et complexe qui nécessite des compétences diverses et multiples. Et la capacité des architectes à spatialiser, à modeler, à mettre en forme les espaces à différentes échelles de réflexion est un élément à prendre en compte. La capacité aussi professionnelle qui est à gérer la complexité et à intervenir au sein d'équipes pluridisciplinaires, c'est quand même le cœur de nos professions. Et on travaille également de manière transversale. C'est inévitable puisque nous devons prendre en compte les règles d'urbanisme, le lieu avec sa morphologie, les habitants ou les usagers avec, avec leurs demandes, l'aspect réglementaire, à différents, étages de la norme et évidemment les coûts, l'économie de projet. Tout ça, ce sont des choses qui sont toutes prises en compte dans notre profession quand nous intervenons et donc, c'est une façon de travailler qui est plutôt horizontale que verticale. Et donc, je pense que les architectes ont réellement des choses à apporter pour déterminer où construire, que construire et comment construire. Personnellement, je suis devenue architecte conseil de l'État parce que j'en avais assez, étant en bout de chaîne, d'avoir à construire n'importe où et n'importe quoi. Donc, en fait, il y a une question de fin de chaîne sur lesquelles on peut vraiment apporter des choses je veux dire par là qu'il y a une question de programmatique à tester, à vérifier, qui peut, apporter beaucoup. Donc en fait, il faudrait peut-être inverser les processus actuels dans lesquels on intervient tout à fait, quand les décisions sont prises, en termes de budget, de localisation et de forme. Les appeler plutôt dans le processus d'élaboration des projets en amont de ceux-ci, ça va dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie, parce que la sobriété foncière, c'est organiser le foncier pour en consommer moins et donc c'est une question spatiale. Donc Merci. de manière tout à fait, simple,
par rapport au territoire, foncier de la sobriété foncière, les ACE, et les PCE aussi, hein, les paysagistes conseils également. Donc le réseau est mobilisable pour conseiller les collectivités, heu, du cercle, par l'intermédiaire de leurs référents dans les DDTM, Andréal ou Andrac. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie pour votre attention.